Donc je vais m'inscrire un peu en droite ligne de la présentation de Denis pour évoquer la vision qu'on a du cloud, qui est une vision résolument centralisée et décentralisée. Donc ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui l'évolution de l'Internet des objets, l'arrivée de la 5G, la montée d'une certaine forme de souverainisme ici et ailleurs, on ne peut pas imaginer que le cloud ne soit qu'un endroit central sur lequel résiderait l'intelligence de la planète. Il y a un petit... Je le fais à la main. Bon, on va le faire à la main. Donc, on pourrait effectivement imaginer que ça fonctionne aussi, ça ? Apparemment non. Bon, c'est pas très grave. Donc, on pourrait imaginer effectivement que le cloud soit devenu l'ordinateur du monde. C'est vrai que quand on regarde cette surface qui représente le globe terrestre de manière planaire, on voit effectivement la localisation de l'ensemble, soit des data centers, soit des points de connexion réseau d'Azure à la surface de la planète. Donc il y a plusieurs centaines de data centers. Il y a 54 régions géographiques qui sont touchées par ces data centers, avec la volonté de créer sans cesse de nouvelles régions. Les data centers dont on parle sont pour certains des data centers gigantesques qui font au sol 4 fois la taille d'un terrain de foot. Des data centers dans lesquels on va trouver des centaines de milliers de serveurs. Au total, des infrastructures dans lesquelles on va trouver des millions de cœurs, plusieurs dizaines de millions. On va trouver des capacités de calcul qui sont aux alentours de 3 à 5 pétaflops en termes de calcul flottant par seconde. Donc, des capacités de calcul qui sont absolument vertigineuses. Pour autant, on se rend compte que dans la réalité opérationnelle des besoins des entreprises et des besoins de nos clients, cette centralisation ne peut pas répondre à l'ensemble des besoins. À la fois parce qu'on va avoir des objets qui sont plus ou moins intelligents, auxquels on cherche à apporter de l'intelligence. Ces objets ont des besoins d'autonomie, donc il y a la nécessité potentiellement d'entraîner des modèles dans le cloud et ensuite de les exécuter localement dans un objet qui peut être éventuellement un Raspberry Pi, ou en tout cas un hardware extrêmement limité en termes de capacité de traitement, capacité de stockage. On va trouver aussi des besoins à la frontière du cloud pour, par exemple, être capable de jouer le rôle de concentrateur d'un certain nombre de protocoles réseau qui ne sont pas nécessairement IP, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a beaucoup d'objets sur la planète Terre qui ne parlent pas IP. Donc le fait de penser que IP est un protocole universel, si vous regardez tout ce qui est low power WAN, donc typiquement des protocoles tels que Sigfox, tels que LoRa, ou d'autres protocoles, on est sur des logiques dans lesquelles ce qui coûte, c'est la capacité pour l'objet à consommer très peu de courant. Donc il est hors de question d'y embarquer un protocole réseau très sophistiqué. Donc on a besoin, à la frontière du cloud, de savoir à la fois faire du traitement, apporter de l'intelligence, voire même d'être capable d'exécuter des modèles de machine learning extrêmement sophistiqués. On a aussi besoin d'accéder aussi au niveau des objets. Et donc là, quand je vois ici Azure, donc le cloud public, Azure Stack, cloud privé, l'homothétique d'Azure complet, avec le même environnement de développement, le même environnement d'opération, la même console d'administration, etc. Azure IoT Edge qui est donc à la frontière, et Azure Sphere qui est en fait le monde des microcontrôleurs. C'est 9 milliards de tout petits objets qu'on met dans des machines à laver et tout ce qu'on veut. Et donc en fait, l'objectif de tout cet environnement, c'est de concourir à créer un environnement distribué planétaire, mais pas nécessairement centralisé. En sachant, et je pense que c'est un point intéressant qu'il faut noter, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'IoT ne va pas nécessairement augmenter dans des proportions absolument astronomiques la quantité de données qui seront stockées en centrale. On se rend compte que l'augmentation du stockage des données ne sera que de 3%, ce qui est infime en 2020. Donc en fait,
l'immense majorité des données sera stockée et ou traitée de manière locale, à proximité de l'action, si j'ose dire. Donc, cet environnement Edge, c'est globalement tous ces types de hardware. Donc évidemment, je n'ai pas la prétention à l'exhaustivité. Ça peut être des voitures connectées, ça peut être des voitures autonomes, ça peut être des environnements sur place dans les entreprises, chez des hébergeurs, ça peut être absolument n'importe quoi, ça peut être des consoles de jeux, ça peut être des capteurs Raspberry Pi. Et donc dans cet environnement-là, on cherche finalement à offrir une continuité d'opération, une continuité de développement pour pouvoir apporter de l'intelligence le plus proche possible de l'endroit où sont créées les données. Parce qu'à un moment donné, la question de l'endroit où sont créées les données est une question tout à fait centrale. Plus on a besoin d'importer des données en direction du cloud, plus le temps de traitement de ces données, surtout si on veut faire du temps réel, est évidemment très important. Et donc, d'une manière générale, on a besoin d'apporter à la frontière du cloud la capacité de traiter des événements temps réel, de traiter des environnements qui sont potentiellement déconnectés. Typiquement, on ne va pas attendre dans une voiture autonome que le message remonte au cloud pour prendre la décision d'avancer ou de reculer. C'est juste pas imaginable. Et donc le monde qui se construit sous nos yeux est un monde où finalement on va coupler l'intelligence du cloud, l'intelligence à la bordure, pour créer des expériences qui sont centrées sur les personnes, apportant de l'intelligence à tous les étages de cet environnement, avec la volonté de réaliser la vision qui était celle de Mark Weiser, qui est celle d'informatique ubiquitaire, cette idée selon laquelle les technologies les plus profondes sont celles qui disparaissent, elles se fondent dans le tissu du monde dans lequel on vit. Et donc ce que l'on cherche à réaliser finalement, c'est cette vision, on va dire un peu prémonitoire des années 80 par Mark Weiser, qui était le patron scientifique du Palo Alto Research du parc. Et en fait, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir nous environner d'intelligence, quel que soit l'endroit où on est, pour accomplir finalement l'objectif qui est finalement de faire en sorte que ces technologies disparaissent. Merci pour votre attention.